Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Enseigner, c'est libérer le potentiel de l'apprenant et lui offrir de nouvelles perspectives. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. On en parle. Le sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer ce mal, l'ONU-SIDA s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Où en est le Bénin et qu'est-ce qui reste à faire? Les précisions à suivre. Et puis le lupus, nous allons en parler. En effet, c'est une pathologie très invalidante qui touche 5 millions de personnes dans le monde. Bienvenue dans cette édition. Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant et lui offrir de nouvelles perspectives. Les enseignants jouent le rôle de modèle et peuvent avoir un impact profond sur la vie de leurs apprenants. Marcel Guetoro, Donatien Falola. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. C'est le message fort de cette énième célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Initiée depuis 1994, de commun accord par l'UNESCO, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, OIT, cette journée vise non seulement à valoriser les enseignants et enseignantes, mais aussi et surtout à mettre en avant le travail de la profession enseignante. Quand on sait le rôle que joue l'enseignant dans une société, il n'y a pas celui-là qui ne passe pas par l'enseignant. Si tu es enseignant, c'est la vocation d'abord. Il faut d'abord aimer le métier. Sinon, c'est un peu difficile. Ici, par exemple, moi, je ne me sens pas comme enseignant. Je suis un collaborateur dans cette école. Il n'y a pas cette décision-là qu'on prend sans quand même. On ne nous impose rien en réalité. On demande d'abord notre avis, donc c'est la preuve que c'est nous qui faisons le travail et notre point de vue compte. Il revient à chacun d'entre nous de prendre conscience de la situation. Tu es envoyé à l'école pour apprendre et non pour faire autre chose. Le maître aussi, de son côté, à l'école, doit préparer la classe, faire ses devoirs, faire ce qui lui revient, rester dans les normes pour aider les apprenants à émerger. Je dirais que c'est un effort personnel que chacun doit faire à son niveau en tant qu'enseignant pour que brille désormais le monde enseignant. Pour y arriver, les acteurs du système éducatif ont besoin d'un accompagnement à divers niveaux. Aujourd'hui, l'enseignement se porte un peu bien par rapport aux années antérieures, surtout avec les réformes entreprises par le gouvernement. Sans enseignants, il n'y a pas d'éducation. Donc l'enseignant est au cœur de l'éducation. Et en tant que tel, nous demandons encore beaucoup de formation, beaucoup de recyclage pour un lendemain meilleur à nos chers apprenants. La question d'éducation n'est pas seulement le travail de l'enseignant. Appelons les parents à nous aider résolument. À l'école, c'est vrai, nous faisons ce que nous pouvons. Présentement, le maître n'a plus le droit de faire usage de certaines choses. Tu ne peux même plus titiller un tant soit peu un apprenant de peur d'être incarcéré, tout ça. Donc il y a assez de choses qui limitent l'enseignant maintenant dans sa volonté d'aider ses apprenants à émerger. Le développement de tout pays passe par le développement de son système éducatif. Réfléchir davantage à l'intégration de l'enseignant pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État serait un atout pour une éducation de qualité. Le sida fait des ravages depuis des années à travers le monde. Pour éradiquer le mal, l'ONU-SIDA s'est fixé des objectifs à atteindre d'ici 2030. Parmi ces objectifs, y figure la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA par des soins de qualité, la mise à disposition de tous des tests de contrôle de séropositivité. Où en est le Bénin et qu'est-ce qui reste à faire? Maria-Joëlle Attali et Ulvaeus Balogun nous en parlent à travers ce reportage.
Depuis quelques années, le Bénin est classé parmi les pays à épidémie généralisée de faible prévalence. Selon l'enquête de démographie de la santé de 2006, la prévalence du VIH s'est stabilisée autour de 1,2% au sein de la population. Mettre fin au sida suppose donc que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95% d'entre elles soient mises sous traitement et que 95% de ces personnes sous traitement aient une charge virale supprimée. Aujourd'hui, maintenant, on est à 85, 98, 73. Ça veut dire que le deuxième 95 au niveau du Bénin est atteint. Donc au niveau de notre pays aujourd'hui, le problème de disponibilité des ARV ne se pose pas. Notre premier problème, c'est faire en sorte de pouvoir retrouver les 95% des PV-VIH qu'il y a et pouvoir les dépister, leur communiquer leur statut et faire en sorte que quand on va les mettre sous ARV, que le traitement soit efficace, que ça les protège au moins à 95%. Et pour y arriver, le Bénin ne cesse d'implémenter différentes politiques et stratégies. On estime d'ailleurs à 2,5 milliards de francs CFA l'apport annuel du Bénin dans la riposte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous disposons des autotests. Donc vous ne serez même plus obligé d'aller dans une formation sanitaire en fait de créer une stigmatisation. On vous donne l'autotest, vous vous enfermez vous-même, vous le faites. Et dès que c'est réactif, vous allez maintenant chercher à avoir les services de santé pour bénéficier de traitement. Le challenge maintenant est de pouvoir atteindre les 3x95 qui est l'objectif fixé par l'ONU-SIDA à l'horizon 2030, ce qui appelle à relever certains défis. Le premier défi, c'est de pouvoir dépister ces personnes qui s'ignorent. Deuxième défi, c'est de pouvoir mobiliser et garantir ce que l'État a promis en matière de contrepartie par rapport au financement du Fonds mondial. Et le troisième défi, c'est de faire en sorte que tous ces malades-là qui sont sous ARV aient une charge virale indétectable. Parce que c'est à ce seul prix qu'on va pouvoir arrêter la chaîne de transmission. Parce qu'il a été démontré. Quelqu'un qui est sous ARV, qui prend correctement ses médicaments et qui a une charge virale supprimée, le risque de transmission de l'infection à une autre personne est pratiquement nul. Mettre fin une fois pour toutes à la propagation de ce virus mortel implique alors d'assurer la continuité du traitement en vue de la suppression de la charge virale et de fournir des services de prévention du VIH ainsi que des interventions contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des catégories de personnes appelées population clé. Le lupus est une maladie chronique auto-immune qui peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Cette pathologie touche 5 millions de personnes dans le monde. Les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans sont les plus exposées. Moudjid Wabi est rhumatologue. Il nous parle des causes, manifestations et des traitements de cette maladie. Le lupus, c'est une affection rhumatismale chronique qui attaque la peau, les articulations, le rein et le sang. Les causes, il y a une prédisposition génétique toujours, c'est-à-dire qu'il y a des familles, dans certaines familles de père à enfant qui en souffrent. Les causes environnementales, c'est-à-dire la pollution, les microbes, les virus qui peuvent déclencher ces phénomènes qui entraînent le lupus. Il y a les chocs émotionnels, le stress au travail, à la maison, les conflits familiaux peuvent déclencher également le lupus. Les traumatismes, c'est-à-dire les accidents de la voie publique peuvent également déclencher le lupus. Il y a des manifestations articulaires. Et au niveau des articulations, ça peut se gonfler. L'articulation peut être très douloureuse. La personne peut avoir du mal à bouger ses articulations et pour finir, la personne peut avoir du mal à se déplacer, entraînant un handicap majeur. Au niveau de la peau, ça peut entraîner des rougeurs, des plaques de rougeur, surtout au niveau du visage de la personne. Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des traitements pour les rhumatismes, les traitements symptomatiques pour calmer les douleurs, l'inflammation, les corticoïdes, le paracétamol. Et le traitement symptomatique, on peut aussi faire des infiltrations, on injecte des produits dans les articulations.
Le traitement de fond, c'est un traitement qui dure de plusieurs mois. On peut traiter par méthotrexate, du plaquenil, de l'euphénomide, et puis après, nouveau traitement, les anti-TNF. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnamboso. Le ministre de la Culture annonce la création d'un festival des arts vaudous. L'objectif est de faire du Bénin le siège international du pèlerinage vaudou pour faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants. Une annonce faite ce 10 janvier, fête nationale des religions endogènes à la plage de Ouida. Pour Jean-Michel Abimbola, les études et les faits ont montré à suffisance que le vaudou promeut l'amour, l'humanisme, la tolérance, le respect de la nature et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. C'est donc conscient de cette richesse inépuisable que le gouvernement a décidé d'intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d'en faire le deuxième pilier d'enrichissement de l'économie et de création d'emplois. Les prochaines éditions de la Fête nationale des religions endogènes va se dérouler donc avec le Festival des arts vaudous. L'exécutif béninois ambitionne de créer un rendez-vous qui convoque toutes les expressions créatives autour de ce marqueur identitaire. L'organisation non gouvernementale Djawamon œuvre pour le rayonnement des cultes endogènes. Elle organise dans le cadre de la fête du vaudou un pèlerinage à Agon-Vodik-Pévi dans la commune de Kpomassé. Il s'agit d'une manifestation qui rassemble les adeptes des différentes confréries et couvents vaudous pour mettre en relief la richesse culturelle du village d'Agon-Vodik-Pévi en termes de culture vaudou. Pour le promoteur de cet événement qui est à sa deuxième édition, la vision première est de révéler au grand public le potentiel artistique, touristique, gastronomique et culturel de ce village. La 6e édition du Festival international de Porto Novo a officiellement démarré ce lundi. Pendant 7 jours, les filles et fils de Porto Novo et les touristes de différents pays vont vivre les plus beaux moments de l'identité culturelle. Le Festival international de Porto Novo entend offrir au monde entier au Bénin ce que cette ville a de spécial en vue de gagner en visibilité et capter des ressources pour son développement. Pour le maire Chalma Nyakoti, à travers ce festival, Porto Novo a su capitaliser les expériences acquises lors des précédentes éditions et il est temps d'amorcer le virage de l'instrumentalisation du FIP pour la réalisation des objectifs de développement de la ville et du bien-vivre de sa population. Au Maroc, les expéditions de produits agricoles et agroalimentaires ont rapporté 7,8 milliards de dollars, soit environ 5 000 milliards de francs CFA de recettes au cours de la campagne dernière. Cette performance s'explique notamment par une croissance globale des envois au niveau des principaux produits d'exportation du secteur. Dans les détails, les expéditions de fruits et légumes frais ont totalisé 2,3 millions de tonnes, soit une croissance annuelle de 10%. Dans le royaume chérifien, le secteur agricole est le 3e secteur d'exportation derrière les mines et l'industrie d'après les données de l'Office marocain d'échange. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.